Notre voyage touche à sa fin. Nous voici de retour à Manille, là où tout a commencé. Un dernier chapitre dans une capitale que beaucoup ne font que traverser. Une ville souvent oubliée des voyageurs, réduite à une simple escale. Pourtant, Manille mérite qu'on s'y attarde. Entre les tours de Makati, les ruelles d'Intramuros, les jardins calmes de Rizal Park, elle est symbole d'un pays en plein développement. On découvre une ville vivante, contrastée, le reflet d'un archipel tout entier en mouvement. Notre dernière étape commence à Makati, le quartier où nous avons posé nos valises. Ici, les contrastes sont partout. Sur la rue Burgos, l'animation est constante. Les habitants mangent dans de petits stands installés le long des trottoirs. La circulation ne s'arrête jamais vraiment, et l'air est chargé d'odeurs de grillades, d'huile et de fruits trop mûrs. C'est un quartier vivant où la modernité côtoie le quotidien populaire. En marchant vers la rue Bonifacio et le pont Makati Mandaluyong, on aperçoit la silhouette des tours qui dominent la rivière Pasig. De l'autre côté, la vue s'ouvre sur le vieux Manille, dense et chaotique. La ville nouvelle face aux quartiers anciens, encore marqués par leur passé. Plus loin, sur la rue Coronado, la vie semble ralentir. Des enfants jouent dans des flaques d'eau d'un petit espace bitumé, transformé en terrain de jeu improvisé. Un homme installe son stand de fruits et légumes sous un abri de fortune, pendant qu'un tricycle passe en klaxonnant doucement. À Makati, tout est en chantier. Les immeubles sortent de terre, les routes s'élargissent, les infrastructures se modernisent. Manille se transforme, porté par un vaste plan de développement urbain qui vise à désengorger la capitale et à créer de nouveaux centres économiques. Derrière le désordre apparent, on sent une énergie profonde. Depuis Makati, nous rejoignons le centre historique de Manille. Face au vaste parc Rizal, se dresse un bâtiment imposant et élégant. Le Musée national d'anthropologie. Construit entre 1916 et 1918 par l'architecte canado-américain Ralph Harrington Doane, le musée arbore une architecture néoclassique, emblématique de l'époque coloniale américaine. Sa façade majestueuse, rythmée par de hautes colonnes corinthiennes, des pilastres massifs et des fenêtres voûtées, illustre parfaitement la vision grandiose qu'avaient alors les urbanistes américains pour la capitale philippine. Ancien siège du département des finances, le bâtiment a été transformé en musée. Le Musée national d'anthropologie fait partie d'un vaste complexe muséal qui réunit trois institutions majeures, le Musée national des arts, le Musée d'histoire naturelle et le Musée d'anthropologie lui-même. Ensemble, ils forment le centre névralgique du patrimoine philippin, dédié à la connaissance, à la mémoire et à la transmission.
À l'intérieur, les galeries racontent l'histoire ethnologique et archéologique des Philippines, à travers des collections fascinantes, outils préhistoriques, objets rituels, textiles traditionnels et témoignages vivants des communautés indigènes. Chaque salle éclaire un pan de cette mosaïque culturelle unique, entre traditions ancestrales et influences multiples. Ce lieu, à la fois solennel et vivant, incarne la fierté d'un peuple conscient de son histoire et résolument tourné vers l'avenir. Un espace où passé et modernité coexistent en harmonie. Au centre de cette place trône la Sentinelle de la Liberté, une imposante statue en bronze de près de 10 mètres représentant Lapu-Lapu, le héros philippin qui résista aux conquistadors espagnols lors de la bataille de Mactan en 1521. Regardant vers la mer, il symbolise la liberté et la résistance du peuple philippin, un hommage puissant aux premiers combattants de l'indépendance. Au centre de Manille, à la lisière d'Intramuros et des grands musées nationaux, s'étend Rizal Park, aussi appelé Luneta Park. C'est à la fois un espace vert, un lieu de mémoire et un symbole de la nation. Dès l'entrée, une atmosphère solennelle se dégage. Les allées bordées de drapeaux philippins convergent vers un monument simple mais chargé d'histoire. Le monument de José Rizal, écrivain, médecin et héros national exécuté ici même en 1896 pour avoir défendu l'indépendance de son pays. Autour du mémorial, le parc s'étend sur plus de 60 hectares de pelouse, de jardins et d'esplanades. Les enfants jouent, les couples se promènent. Les vendeurs ambulants installent leurs étals, un tableau vivant du quotidien manié. Rizal Park n'est pas seulement un lieu de détente, c'est le cœur symbolique de la capitale, un espace où se rejoignent histoire, nature et identité nationale. En longeant ces allées, on découvre plusieurs jardins thématiques. Un portail attire le regard. C'est l'entrée du jardin chinois, une parenthèse de calme au milieu de la ville. À peine passé le seuil, le tumulte semble s'effacer. Le murmure de l'eau, le chant des oiseaux, les reflets d'un bassin ponctué de lotus. Tout ici respire l'harmonie. Des ponts arqués se dessinent entre les arbres, menant à de petites pagodes entourées de rochers sculptés. Les inscriptions en caractères chinois rappellent la sagesse des anciens, tandis qu'une statue de Confucius veille sur les lieux, symbole de paix et de connaissance. Offert par la communauté chinoise de Manille, ce jardin rend hommage à l'héritier culturel qui relie depuis des siècles les Philippines et la Chine. C'est un espace simple, apaisant, où l'on flâne lentement entre ombre et lumière. Plus loin, le jardin japonais et le planétarium poursuivent cette atmosphère apaisante. Face à Rizal Park, de l'autre côté de la route, s'élève Intramuros, le cœur historique de Manille. C'est ici que tout a commencé. La ville originelle, fondée par les Espagnols à la fin du XVIe siècle, entourée de hauts murs de pierre pour se protéger des invasions.
aujourd'hui encore, ces fortifications racontent plus de 4 siècles d'histoire. L'entrée principale est marquée par une statue imposante, le monument de Juan Luna. Peintre de génie et figure du mouvement révolutionnaire philippin, Juan Luna est célèbre pour son tableau Spoliarium, couronné d'une médaille d'or à l'exposition de Madrid en 1884. Mais au-delà de l'artiste, c'est le patriote qu'on célèbre ici, un homme qui, malgré l'emprisonnement et l'exil, continua de défendre l'idée d'une république philippine libre et indépendante. Derrière la statue, les rues pavées d'Intramuros plongent immédiatement dans une autre époque. Sur la rue General Luna, les calèches croisent les tricycles modernes. Les façades coloniales côtoient des bâtiments administratifs comme la Commission nationale pour la culture et les arts ou l'université Pamantasan. Plus loin, on aperçoit la silhouette de la plus ancienne église de pierre du pays, l'église San Agustín, construite entre 1586 et 1607 par les moines augustins. Au cœur d'Intramuros, l'église se dresse comme un témoin immuable de l'histoire philippine. Son architecture baroque, influencée par les styles espagnols et chinois, incarne l'union entre culture européenne et savoir-faire local. Derrière sa façade austère, ornée de colonnes iconiques et corinthiennes, se cache un intérieur d'une richesse insoupçonnée. Les plafonds en trompe-l'œil, peints au XIXe siècle, donnent l'illusion de relief sculpté, tandis que le grand dôme central diffuse une lumière douce sur les autels dorés et les stucs finement travaillés. San Agustín a traversé les siècles, les guerres et les catastrophes naturelles. Elle fut le seul édifice d'Intramuros à survivre au bombardement de 1945 et résista à de nombreux tremblements de terre et incendies. Plus qu'un monument religieux, elle est un symbole de résilience. Son sol abrite des sépultures de grandes figures de l'histoire philippine, dont Miguel López de Legazpi, fondateur de Mani. Depuis 1993, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. À gauche de l'église, l'ancien monastère abrite aujourd'hui le musée San Agustín. Dès les premières salles, l'ampleur des collections impressionne. Peintures religieuses, sculptures de saints, objets liturgiques, manuscrits, cartes anciennes. Les galeries s'enchaînent autour d'un cloître silencieux baigné de lumière. On avance lentement, fasciné, avec cette sensation que la visite ne s'arrête jamais. Derrière chaque porte, un nouveau monde apparaît. Un voyage à travers l'art, la foi et les influences qui ont façonné les Philippines. Parmi les salles les plus marquantes, celle consacrée au père Francisco Manuel Blanco, missionnaire augustinien et botaniste du XIXe siècle, attire particulièrement l'attention. Ses dessins de plantes tropicales, extraits de son ouvrage Flora de Filipinas, sont d'une précision et d'une beauté remarquables, un témoignage de l'époque où science et foi marchaient encore côte à côte. Plus loin, la bibliothèque du musée achève de fasciner. Livres anciens, manuscrits et archives remontant à l'époque espagnole, dans un lieu presque hors du temps, où l'on perçoit encore la présence des érudits et des moines copistes.
Dans le cloître, le silence est total. C'est là que l'on mesure l'ampleur de ce lieu. L'église Saint-Augustine et son musée forment un ensemble unique, à la fois espace de culte, d'art, d'histoire et de savoir. Dans l'une des cours intérieures, nous tombons sur un petit groupe en pleine répétition. Une danse traditionnelle philippine, pratiquée avec grâce et concentration. Un moment simple et authentique, au cœur du musée. En sortant de l'église, notre marche se poursuit à travers les ruelles pavées d'Intramuros jusqu'à la Plaza de Roma, l'une des places les plus anciennes de la capitale. Autrefois appelée Plaza Mayor, elle fut longtemps le centre du pouvoir colonial espagnol, entouré des bâtiments les plus prestigieux de l'époque. Au centre trône une statue en bronze du roi Charles IV d'Espagne, installée en 1824 pour remercier le monarque d'avoir introduit la vaccination contre la variole aux Philippines. Autour, les façades anciennes restaurées rappellent la grandeur passée du quartier. Balcons en fer forgé, colonnades, murs en pierre corallienne. L'endroit a conservé quelque chose d'élégant et de solennel, presque théâtral. Face à nous se dresse la majestueuse cathédrale basilique de l'Immaculée Conception, la cathédrale de Manille. C'est le cœur spirituel de la ville et le siège de l'archidiocèse de Manille. Sa silhouette domine l'espace avec son dôme de cuivre et sa façade néo-romane reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. C'est une respiration au cœur d'Intramuros, là où passé colonial et foi catholique se rencontrent. En quittant la Plaza de Roma, nous poursuivons vers l'extrémité nord d'Intramuros. Là, au bord de la rivière Pasig, se dresse le fort Santiago, l'un des sites les plus chargés d'histoire de Manille. Construit à la fin du XVIe siècle par les Espagnols, ce fort fut tour à tour citadelle, prison et garnison militaire. C'est ici que fut emprisonné José Rizal, le héros national philippin, avant son exécution en 1896. Aujourd'hui encore, son nom et ses pas, gravés dans la pierre, accompagnent le visiteur à travers les couloirs du souvenir. Les remparts, les douves et les anciennes portes d'accès rappellent la puissance du lieu. En contrebas, la rivière s'étire lentement. Alors que nous longeons les murailles, le ciel s'assombrit soudain. Le vent se lève, les premières gouttes tombent, puis la pluie s'abat sans prévenir, une véritable averse tropicale. Nous trouvons refuge à l'intérieur du fort, sous les arcades de pierre, pendant que le tonnerre gronde au-dessus de Manille. L'atmosphère devient presque cinématographique. Les pavés luisent, les palmiers se plient sous la pluie, et les remparts semblent reprendre vie sous la lumière grise de l'orage. Et quand le calme revient, on réalise que cette pluie soudaine a figé le temps, comme si Fort Santiago, gardien du passé, avait voulu offrir une dernière scène avant que notre voyage à travers les Philippines ne s'achève. Manille, c'est aussi une capitale jeune, où près de 60% de la population a moins de 30 ans. Une jeunesse dynamique qui porte l'énergie et les défis de cette métropole en mutation. Pour beaucoup, Manille n'est qu'une escale, une étape entre deux vols, un point de passage avant les plages de Palawan, les collines de Bohol
ou les vagues de Siargao. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons voulu la découvrir par nous-mêmes, même brièvement. Car derrière sa réputation de ville chaotique et bruyante, Manille cache une richesse souvent méconnue. Une capitale vivante, pleine de contrastes, où l'ancien dialogue avec le moderne, où les musées, les églises centenaires, les marchés et les jardins racontent chacun une facette différente du pays. C'est une ville qui ne se révèle pas au premier regard, mais qui se découvre pas à pas, en observant, en prenant le temps. La majorité des voyageurs la traversent sans s'y attarder. La circulation, l'intensité, le rythme parfois déroutant peuvent impressionner. Mais c'est justement dans ce désordre apparent que se trouve son âme, authentique, humaine, profondément ancrée dans la réalité du pays. En flânant dans ses rues, en visitant ses musées, en croisant ses habitants, on comprend mieux ce que sont vraiment les Philippines. Un archipel d'îles, certes, mais surtout un pays d'histoires et de visages, de traditions et de renouveau. Cette dernière étape à Manille referme notre voyage comme une boucle naturelle. Les Philippines nous ont offert bien plus que des paysages. Elles nous ont offert une leçon de simplicité, de résilience et de beauté. À bientôt pour de nouvelles découvertes.